Well, we are indeed here to learn from our sisters and brothers here in West Africa to recognize their deep experience and expertise across the continent. And we're going to start today's discussions off with a focused session on West African water diplomacy practice and experience. I'd like to invite our facilitator, network member and champion Verdi from Rwanda, where I'm not seeing Verdi. There you are. And as well as all of those who are participating as panelists in the first passion up to our panel session here, and we'll dive right in. So welcoming to Verdi, you're going to be here and we'll have your panelists here. Okay, so if I may have all the panelists, Dr. Penda, yes, Hadi, Dr. Maxime. Welcome, ladies. Okay. Thank you so much. Merci beaucoup, Elisabeth. Dr. Maxime, where is it? Oh, okay. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie vivement d'avoir répondu présent à cette réunion. Je suis... I need to tell people something. Okay. Dear interpretation, you can see here, but if you want to see it on your phone, please raise your hand and we'll help you. Okay? Merci encore une fois, Elisabeth. Messieurs, mesdames, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie vivement d'avoir répondu présent à cette réunion. Je suis extrêmement honorée d'en assurer la modération. Je me présente. Je m'appelle Verdi. Je viens du Rwanda. Je suis membre de cette réseau Women in Water Diplomacy. Également, j'assure la présidente de Nile Basin Discourse. J'ai vu les membres de cette réseau là-bas. Cette rencontre a pour objectif principal d'échanger, de valider, coordonner, décider, informer autour de l'eau et la coopération. Elle constitue aussi une étape importante pour gérer le résultat à manière women, eau, paix et la sécurité. Mon rôle sera de veiller le respect du temps, de faciliter les échanges et de m'assurer que chacun puisse s'exprimer dans un esprit constructif et respectueux. Alors, je vous invite, le cas échéant, à recentrer les interventions en fait de garantir l'efficacité de nos travaux. Je vous remercie d'avance pour votre participation active et la qualité de vos contributions. Pour commencer, je veux d'abord présenter les panélistes. Nous sommes aussi avec Dr. Penda Diouf, elle vient du Sénégal. Vous pouvez peut-être saluer l'audience. Dr. Penda, elle est géographe spécialisée dans la gestion de la gouvernance de l'eau
ainsi que dans l'écosystème environnemental. Elle possède aussi une solide expérience en gestion intégrée des ressources en eau et a contribué de nombreux programmes stratégiques dans son domaine. Juste pour vous dire un peu. Je vais aussi présenter Aichu. Vous pouvez aussi saluer l'audience. Elle est conseillère technique pour le projet de GIZ d'appui à l'autorité du bassin du Niger. Elle apporte un appui technique au bassin en matière de bonne gouvernance et de gestion des eaux transfrontalières. Elle est également actuellement porte-parole du groupe de travail sur la gestion des eaux transfrontalières basé au Niamey, au Niger. Elle s'intéresse particulièrement à la gestion des eaux dans le contexte du changement climatique. Merci aussi d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Dr. Maxime. Il est le directeur d'ONU Femmes. Vous pouvez aussi saluer. Et il est le directeur régional d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Avant sa nomination en 2024, il a été directeur régional d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Depuis 2021, depuis 2018-21, il a été représenté l'ONU Femmes en Ouganda. Il a contribué à une croissance significative du programme grâce à la mise en œuvre et réussite d'une stratégie efficace de mobilisation de ressources. Merci beaucoup, Dr. Maxime. Nous sommes aussi avec Hadi Touare. Elle est ingénieure fondatrice de l'AFRO, une organisation basée au Mali. Ses travaux portent sur la recherche participative en qualité de l'eau et l'intégration de savoirs communautaires scientifiques, notamment à travers l'initiative qu'elle a le Fonds d'Afrique du Niger. Elle a contribué à des dialogues internationaux dans la conférence des Nations Unies sur l'eau en 2023 et aussi le dialogue jeunesse de l'UNESCO en 2025. Merci beaucoup, Madame, pour votre participation aujourd'hui. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais aller directement aux questions. Je vais commencer avec vous, Madame Dr. Penda, comme vous êtes du Sénégal. Si vous pouvez nous décrire, nous présenter le bassin du Sénégal. Merci. Merci, Verdi, pour l'introduction. Madame l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les panélistes, distingués participants, au nom de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, je souhaite d'abord féliciter chaleureusement le Women in Water Diplomacy Network et l'ensemble de ses partenaires pour l'organisation de ce symposium de haut niveau, une initiative qui arrive particulièrement à un moment particulièrement stratégique et offre un moment stratégique parce qu'en amont des organisations de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, et cette initiative offre un espace d'échange pertinent pour mettre en lumière le rôle de la femme dans la diplomatie de l'eau. Donc, pour répondre à la question, celles et ceux qui ne connaissent pas bien l'OMVS, le fleuve Sénégal est un des plus grands fleuves transfrontaliers de l'Afrique de l'Ouest. Il prend sa source dans le massif du Fouta Djallon, en Guinée, traverse le Mali, partage sa frontière entre la Mauritanie et le Sénégal,
avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Et le bassin du fleuve Sénégal est partagé entre 4 États, Mali, Mauritanie, Sénégal et la Guinée. Et c'est ces 4 pays qui l'ont créé en 1972. Et je ne sais pas si vous avez affiché la carte. Oui, c'est déjà. Ah, c'est là. d'accord. Ouais. La carte que vous voyez ici met en évidence les principaux affluents du fleuve Sénégal et les grandes infrastructures régionales, notamment le barrage de Diamant, le barrage de Manantali, Guina, Ifedou. Et ces barrages jouent un rôle important dans la gestion des crues, la production hydroélectrique, l'irrigation et l'approvisionnement en eau potable. Et au-delà même de l'aspect géographique, l'espace du bassin du fleuve Sénégal est un espace de vie où des milliers de femmes ou d'hommes dépendent de la ressource en eau pour subvenir à leurs besoins. Et c'est dans ce contexte qu'intervient qu'intervient l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est un exemple emblématique de coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Et son cadre institutionnel repose principalement sur la concertation, sur la prise de décision consensuelle, sur la solidarité entre ces 4 États et surtout sur l'implication des plus hautes autorités étatiques. Merci, Verdi. Merci beaucoup infiniment à Dr. Penda pour cette présentation du fleuve Sénégal. Je vais exactement aller au but à vous, Madame Adi. En tant que vice-présidente du Forum des jeunes œuvrant dans le domaine de l'eau, comment voyez-vous la jeunesse d'aujourd'hui façonnant la gestion de l'eau, spécialement dans ces contextes fragiles et transfrontaliers? Merci beaucoup, Verdi, pour la parole qui m'est accordée. J'ai toujours cette hantise, vous m'entendez bien? Oui, très bien. J'ai toujours cette hantise de devoir justifier, en fait, le rôle des jeunes dans toutes les discussions que nous avons. Et c'est très difficile parce que c'est très évident, nous sommes au cœur de l'action. Et en regardant la salle aujourd'hui, je sais que je n'ai pas à vous justifier parce que je reconnais beaucoup de personnes ici qui œuvrent pour la voix des jeunes, la participation active des jeunes. Et j'ai eu particulièrement une conversation ce matin, juste dehors, avec M. Mohamed Diatta, notre hôte au Sénégal ici, qui me dit qu'il a fait partie des créateurs du réseau des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, du Mali et du Burkina. Pour moi, c'est une évidence et ça a répondu à cette première question parce que il a également dit qu'aujourd'hui, ce réseau au Sénégal fait partie, est considéré comme un des bras techniques du ministère de l'eau et de l'hydraulique. Ça, c'est une victoire à célébrer pour les jeunes. Et si vous êtes jeune, dans la tête ou dans le cœur, on peut se célébrer pour cette victoire que nous avons. Cela dit, c'est vrai qu'en pratique, nous sommes dans la salle, nous participons activement. Par contre, il y a quand même des failles. Et je tiens à souligner certaines failles qui sont notamment la mobilisation assez tardive des jeunes. Souvent, malheureusement, c'est à la dernière minute que certains jeunes sont approchés, qui participent aux événements. C'est tout le temps à la dernière minute. J'invite les institutions d'être assez proactives et d'avoir cette intention depuis le départ de vraiment intégrer les jeunes dans le processus du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la note conceptuelle qu'ils participent. Et malheureusement, à la dernière minute, tout est fait, on se rend compte que les jeunes et donc ça, c'est un aspect surtout à améliorer. Et voilà, je pense qu'en tout, j'ai vraiment fait le tour de la question. Merci.
Merci beaucoup pour cette réflexion. En tout cas, dans notre raison, oui, mais notre diplomatie, nous invitons aux jeunes aussi de nous joindre. Madame Aïdjou, comment les programmes et les stratégies de l'autorité du bassin Niger contribuent-ils à la promotion de l'égalité de genre à l'échelle du bassin? Et comment la dimension genre influence-t-elle la conception et la mise en œuvre de ces programmes? Merci. Merci à toutes et à tous. Merci de cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui de partager l'expérience de l'autorité du bassin du Niger en tant que partenaire qui accompagne cette structure. Donc, je commencerai par dire d'abord que l'autorité du bassin du Niger est une institution régionale qui regroupe 9 pays autour d'un seul bassin. Donc, elle œuvre à travers la mise en œuvre des projets et programmes dans l'ensemble du bassin. Et c'est dans ce sens que l'aspect genre est ici un levier de performance et de durabilité de mise en œuvre des projets et programmes et non une action à part entière. Donc, je dirais ici que dans la mise en œuvre de ces projets et programmes, le genre est impliqué depuis l'identification des projets et programmes, en passant par la mise en œuvre, le suivi, évaluation et le reporting. Donc, dans ce sens, elle a adopté, elle a une stratégie genre à travers un des programmes qu'elle met en œuvre intitulé le programme intégré d'adaptation au changement climatique. Et cette stratégie est accompagnée d'un plan d'action de mise en œuvre qui prend en compte l'implication des femmes et des gens. Je dirais que, pour finir, que la question du genre demeure vraiment un levier essentiel pour les projets et programmes au niveau de l'autorité du bassin. Et c'est dans ce sens qu'elle est en train de s'accompagner, elle est en train d'être accompagnée pour l'évaluation d'une politique et une stratégie régionale genre et pour s'affirmer dans l'intégration du genre. Merci. Merci beaucoup, Aïdjou, pour cette réflexion. Comme vous le voyez, nous sommes avec l'ONU Femmes, qui est représentée ici avec Dr Maxime. Et nous savons aussi qu'il y a beaucoup de stratégies, de programmes. Pour vous, Dr Maxime, comment les stratégies et les programmes régionaux de l'ONU Femmes en Afrique de l'Ouest axés sur l'égalité des genres et intégrer les enjeux liés de l'eau au climat? Pouvez-vous nous décrire comment ça contribue aussi à l'accélération de la paix, la sécurité dans la région? Puisque nous savons très bien, la paix, c'est quoi? C'est quand la femme a de l'eau propre. Comment votre stratégie impacte ça? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour avoir associé ONU Femmes à cette conversation, qui pour nous est une conversation très importante, parce que nous nous occupons beaucoup du droit des femmes et des filles, qui est un spectrum assez large, depuis les droits socio-économiques jusqu'aux droits reproductifs. Et aussi bien à l'intérieur des droits sociopolitiques que des droits reproductifs, l'eau représente une dimension très importante. Mais d'abord, je voudrais dire que je suis avec des collègues ici qui sont la charpente même du travail de ONU Femmes dans la région, notamment Marie-Josée, si vous voulez faire la main aux gens. Elle est notre conseillère régionale qui s'occupe de femmes, paix et sécurité. J'ai une deuxième collègue qui est un peu dans les embouteillages. Je ne sais pas si elle est déjà là. Elle s'appelle Elena. Elena n'est pas encore dans la salle. Elle s'occupe de Women Economic Empowerment. Donc, notre question de l'eau s'inscrit au cœur de ces deux problématiques.
la problématique de autonomisation économique des femmes et la problématique de femmes, paix et sécurité. Bon, donc, votre question revient à une compréhension au niveau régional, je vais dire d'abord africain, de comment est-ce que l'eau joue un rôle dans la survenue d'abord des conflits. Lorsque vous voyez au niveau régional, vous avez des conflits liés aux différents bassins d'eau dans la région. Vous avez aussi des conflits, par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, une pression du Sahel vers les côtes. On va croire que c'est une pression économique, on va croire que c'est une question politique, mais en fait, c'est une pression liée à l'eau. De gens qui sont dans des zones, qui sont à des zones asséchées et qui cherchent à bouger vers des zones non asséchées. Et cette pression-là, ça a des interprétations qu'on dit que c'est de la politique, mais en réalité, ce n'est pas de la politique, c'est de l'eau. Et comme nous n'avons pas l'eau dans notre manuel, on appelle ça politique. Mais en réalité, tous ces combats-là sont liés à l'eau. Maintenant, au niveau d'un pays particulier, la même chose. On dit qu'il y a conflit entre les éleveurs et les agriculteurs, comme si les éleveurs n'aimaient pas les agriculteurs. Non, c'est des conflits d'eau. Ce n'est pas des conflits ethniques, ce n'est pas des conflits, c'est des conflits qui sont liés à l'eau. Bon, et maintenant, lorsque vous venez du pays, maintenant vous venez au niveau des ménages, vous voyez aussi qu'il y a des conflits au sein de certains ménages. Des fois, on appelle ça gender-based violence, on appelle ça, mais quand vous ferez votre microscope et que vous regardez, vous allez voir un monsieur qui n'est pas content que sa femme n'ait pas donné de l'eau à son cheval. Et que le cheval, il y a des gens dans des communautés qui aiment leurs chevaux plus que même les enfants dans leur ménage. Et ça fait que la question de l'eau, dont la femme est responsable, crée des questions de conflit au sein du ménage. Donc, vous voyez, au niveau africain, au niveau des pays, jusqu'au niveau du ménage, l'eau crée de sérieuses difficultés. Et dans toutes ces difficultés, vous voyez la femme au milieu qui, entre les enfants et les parents, les maris et la communauté, essaye de tirer son épingle du jeu pour satisfaire aux attentes qui sont ces attentes au sein de la famille, qui sont les attentes de la femme. Et lorsque vous voyez dans les pays, le temps que la femme prend, je sais qu'il n'y a que des experts dans cette salle et que je ne vous apprends rien, le temps que la femme utilise dans la région pour collecter de l'eau, c'est un temps faramineux. Et donc, il y a des solutions que ONU Femmes, ensemble avec les autres organisations, apportent. Et lorsque la conversation va évoluer, je vais pouvoir peut-être apporter plus d'informations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Maxime. Vous voyez, je crois que l'eau, des fois, on appelle que c'est la politique, alors que c'est le manque de l'eau. Je crois que nous avons beaucoup de choses à faire à propos de ça. Je crois que c'est pourquoi le forum Women in Water Diplomacy, c'est de créer cet environnement d'échange, au fait. Merci beaucoup. Dr. Panda, directement, vous nous avez présenté le fleuve, comment c'est créé, mais comment est-ce que les enjeux et l'approche genre et égalité de sexe fonctionnent au sein de votre fleuve? Oui, merci Verdi. S'agissant des enjeux du genre et de l'égalité des sexes, l'expérience de l'OMVS montre clairement qu'il ne s'agit pas seulement d'un principe abstrait ou théorique, mais bien d'un levier concret et opérationnel de la gestion intégrée des ressources en eau. Et on peut mettre en avant 3 dimensions principales pour ces enjeux. D'abord, il y a un enjeu de gouvernance et d'efficacité. Vous savez, l'agir qui constitue le socle de l'action de l'OMVS repose principalement sur la participation des femmes et des jeunes, des hommes, la participation des personnes vulnérables d'une manière générale. Et il faut noter que dans le bassin du fleuve Sénégal, les femmes sont au cœur des activités liées à l'usage de l'eau, la pêche, agriculture, génératrice de revenus, la transformation et autres. Et l'expérience montre que dans cette zone,
lorsque les besoins des femmes, les savoirs des femmes, lorsque les priorités des femmes sont prises en compte, les projets sont mieux acceptés par les communautés au niveau local et les décisions qui sont prises aussi sont plus pertinentes et les conflits d'usage sont mieux anticipés. Et ensuite, il y a un enjeu d'inclusion sociale et de résilience des communautés parce que les décisions qui sont prises à l'échelle du bassin ont un impact direct sur la vie des populations riveraines. Et dans ce cas, l'approche genre permet de réduire les inégalités par rapport à l'accès à l'eau, les inégalités d'accès aux aménagements, tout en renforçant la capacité de ces communautés pour faire face aux chocs climatiques. Et enfin, il y a un enjeu stratégique qui est la diplomatie de l'eau, le secteur de paix et de sécurité. En tant qu'organisation transfrontalière de l'Afrique de l'Ouest, l'OMVS joue aussi un rôle central dans la promotion de la diplomatie, parce qu'ils mettent parfois la promotion du leadership des femmes et qui contribuent à des processus de dialogue qui sont plus inclusifs, plus consensuels et plus durables. Et permettez-moi, Verdi, d'illustrer ces enjeux à travers quelques expériences concrètes menées par l'OMVS. D'abord, bon, dans certains projets GIR, comme le PGIR, peut-être que certains ont entendu, dans le cadre de ce projet, l'OMVS a mis en place des activités génératrices de revenus pour les femmes, comme les activités de maraîchage, les activités comme la pêche artisanale, la transformation des produits halieutiques. Et dans ces secteurs, les femmes jouent un rôle central dans ces activités génératrices de revenus. Et dans le cadre de ces projets aussi, des dispositifs, des infrastructures et des dispositifs ont été mis en place et c'est des dispositifs adaptés aux femmes. On peut citer des marchés qui ont été installés, des quais de pêche, des périmètres irrigués, des unités de transformation, et aussi des groupements de femmes pour valoriser leur production et renforcer leurs capacités. Et toujours dans ce volet, il s'ajoute le volet santé, avec la distribution des moustiquaires et des programmes de sensibilisation, de communication pour les femmes et les jeunes. Dans le cadre aussi d'un nouveau projet qui vient de naître, le peer-to-peer, porté par le réseau africain des organismes bassin, la dimension genre est intégrée explicitement à travers l'implication des jeunes, des femmes, dans les échanges d'expériences, dans les sessions de renforcement de capacité, aussi la coopération régionale entre ces bassins. Et nous pouvons citer aussi la création d'une association des femmes depuis 2018, l'association des femmes, nommée l'association des femmes du système de l'OMVS, créée depuis 2018. Et cette association compte aujourd'hui 60 femmes adhérentes et ils sont issus de l'ensemble des structures de l'OMVS, dont le haut-commissaire, les secrétaires, les sociétés, des sociétés de barrage, les sociétés qui gèrent l'énergie, je veux dire, et de la navigation. Et la dimension genre est au cœur de la démarche et de l'action de cette association parce qu'il valorise le capital humain féminin dans cette association. Il favorise l'autonomisation des femmes et la participation à la gouvernance de l'OMVS, notamment la formation continue et aussi la promotion interne. Toutefois, comment dire, ces exemples montrent concrètement que l'intégration du genre à l'OMVS est un outil de gouvernance et d'une cohésion sociale renforcée. Mais toutefois, on peut cibler des faiblesses parce qu'on peut dire que sur le plan de responsabilité institutionnelle, depuis la création de l'OMVS, on n'a jamais vu de haut-commissaire femme de l'OMVS. On n'a pas encore de secrétaire général femme.
ni de directrice générale pour les sociétés qui gèrent des sociétés de patrimoine. On n'a pas de directeur, ni de chef des services depuis sa création. Donc, le défi aujourd'hui est aujourd'hui de passer à l'intégration progressive du genre à l'intégration systématique, aussi bien dans les instances de décision que dans les projets structurants et dans les cadres de coopération régionale. Et je pense que c'est à cette condition que la diplomatie de l'eau pourra pleinement contribuer à la paix et la sécurité au développement durable dans le bassin du fleuve Sénégal et plus largement dans le continent africain. Merci, Verdi. Merci infiniment à Dr. Penda pour cette expérience et aussi des exemples concrets. Ça nous aide beaucoup. Je crois qu'on pourra toujours avoir beaucoup de questions à vous poser. Peut-être aussi l'audience, je ne sais pas si auront aussi le temps. Je vais vraiment gagner du temps pour te demander la deuxième question à Adi. Votre expérience montre que vous avez travaillé avec les communautés locales à ce qui concerne la collecte des données, le partage d'expériences et que vous avez mis en œuvre un système adéquat de gestion des données. Comment combiner ces deux systèmes, à la fois scientifiques et traditionnels? Dans l'autre langue, on l'appelle Citizen Data Involvement. Peut-il renforcer la gestion ainsi que la protection de l'eau en général? Pouvez-vous nous partager un exemple concret? Merci beaucoup, Verdi, pour cette question. Je pense que c'est le nerf de la guerre et notre objectif en tant qu'association. Donc, juste pour revenir et mettre le public dans le contexte, je suis cofondatrice de AFRO, qui est une organisation qui se spécialise dans la science citoyenne, qui est l'implication des communautés dans la recherche scientifique. Et un moyen pour nous de faire une combinaison des deux, d'avoir c'est d'impliquer les citoyens dans la collecte de données de qualité de l'eau. Donc, ils font partie intégrante de la collecte de données de qualité de l'eau, la turbidité, l'oxygène dissous, les paramètres qui sont mesurables in situ, c'est-à-dire sur site, sur le fleuve Niger. Et en contrepartie, nous intéressons également lors de ces collectes de données aux savoirs ancestraux, simplement au savoir traditionnel. Comment est-ce que ces communautés font pour purifier l'eau? Quelles sont les pratiques qu'elles adoptent pour utiliser l'eau du fleuve Niger? Et ces recherches-là, nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment des pratiques qui existent et qui souvent ne sont pas considérées lors de recherches scientifiques traditionnelles. Et là, je voudrais mettre encore sur le rôle des jeunes parce qu'il a fallu que ce soit une association de jeunes qui ait découvert un peu ces pratiques-là de conférences internationales et qui soit retournée et qui ait fait les choses un peu différemment des ONG traditionnelles. Et d'ailleurs, un retour que nous avons eu d'un récent passage dans nos communautés, c'est que nous étions premiers à retourner après avoir collecté des données et à avoir restitué ces données-là voilà, de façon très concrète. Et je veux dire que c'était un travail qui était très difficile parce que c'est vrai que c'est des graphiques de qualité de notes, de résultats scientifiques qu'il faut essayer de simplifier dans les langages et de voir concrètement comment les adapter au public qui sont les communautés qui vivent au long du fleuve Niger. Et c'était un apprentissage pour nous, parce que forcément, le temps de institutions publiques, c'était vraiment une conviction qu'il faudrait renforcer et continuer à œuvrer vraiment pour essayer de ramener les deux ensemble et voilà, et pour notre objectif commun. Wow, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, on avait prévu de prendre des questions de l'audience. Je vais
d'abord poser cette petite question à Dr. Maxime. Je vais revenir pour vous aussi à Madame Aïdjou. So, Dr. Maxime, face au contexte mondial actuel, marqué par un black flash, un recul des acquis en matière d'égalité de genre, notamment observé dans l'espace des gouvernances internationaux, comment l'ONU Femmes adapte-t-elle ses stratégies pour protéger, consolider et faire progresser la participation et le leadership des femmes, en particulier dans la diplomatie de l'eau et la coopération multilatérale? Merci. C'est une question un peu piège. Je sais qu'il y a des ambassadeurs dans la salle. Je ne sais pas comment on évite ces genres de pièges. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne ment jamais. Et cette chose qui ne ment jamais, quel que soit là où vous êtes, c'est les données. Si, par exemple, nous avons intéressé des ministres des Finances à la question des violences faites aux femmes, c'est parce que nous leur avons montré que les violences faites aux femmes coûtent 7% du PIB du pays et que si on diminue les violences faites aux femmes, on va augmenter le PIB. Et donc, des gens qui ne sont pas intéressés dans les violences faites aux femmes ont commencé par s'intéresser aux violences faites aux femmes, pas parce qu'ils aiment les femmes, parce qu'ils aiment que le PIB soit plus élevé. Donc, c'est pour dire que vous voyez qu'en diplomatie, vous pouvez amener des gens à adopter des postures qui ne sont pas leurs postures normales parce que vous les avez frappés avec des données qui sont des données solides. Donc, ONU Femmes investit beaucoup dans la génération de données. Et lorsqu'on parle de génération de données, il y a des données brutes et il y a des données intelligentes. Les données intelligentes, c'est des données qui parlent directement dans le langage des acteurs politiques que nous avons en face de nous. Sinon, on prend des données qui sont des données d'experts et on reste entre nous sans pour autant toucher les gens qui sont concernés par les politiques. En dehors des données, nous avons deux bras, comme je le disais plus tôt. Il y a le bras de paix et sécurité et le bras économique. Lorsque nous prenons le bras paix et sécurité, nous nous ancrons sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité. Cette résolution a 4 dimensions. La dimension de prévention, la dimension de protection, la dimension de participation et la dimension de relèvement post-crise. Donc, lorsqu'on considère toutes ces dimensions-là, en prenant l'eau au milieu, on se dit quelles sont les actions de prévention qui concernent l'eau, quelles sont les actions de protection qui concernent l'eau, quelles sont les actions de participation à la prise de décision qui concernent l'eau et quelles sont les actions de relèvement économique lorsque une crise survient. Et quelle est la place de l'eau et la place de la femme dans le rebouncing, lorsque une communauté doit se remettre à la suite d'une crise. Ça, c'est le premier bras. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas aller en détail. Le deuxième bras, c'est le bras économique. Et donc, le bras économique, c'est tous les plans d'action sur la résistance au changement économique. Les experts appellent ça adaptation. Donc, les plans nationaux d'adaptation, comment est-ce que ces plans intègrent le rôle de la femme au niveau, comme je l'ai dit plus tôt, de la communauté, du ménage et du pays? Et deuxièmement, comment est-ce que ces plans sont forward-looking, c'est-à-dire regardant l'avenir, parce qu'on peut avoir une posture qui regarde l'arrière alors que la situation est en train de changer dramatiquement. Ensuite, nous avons l'économie bleue, tout ce qui est sous le grand concept d'économie bleue que beaucoup de personnes connaissent ici, puisque tout le monde est pratiquement bleu dans la salle. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on positionne la femme dans l'économie maritime, l'économie fluviale, etc., etc. Je vais terminer sur cette question de politique globale en parlant rapidement de
des Nations Unies qui fêtent leur 80e anniversaire et qui sont en train d'entrer dans une phase de réforme. Et cette phase de réforme, en ce qui nous concerne, je ne parle pas particulièrement de ONU Femmes seul, mais de ONU Femmes et de UNFPA, par exemple, qui s'occupent toutes les deux de la problématique de la femme. UNFPA beaucoup plus sur la reproduction et ONU Femmes beaucoup plus sur les autres droits socio-économiques et les droits politiques, etc., etc. Et cette réforme vise à ramener toutes ces problématiques dans un même berceau, de façon à ce que l'on voit en matière de politique et de diplomatie internationale les besoins de la femme et l'activisme de la femme depuis l'économie jusqu'à la maison. J'ai encore 400 000 choses à dire sur la question, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais me contenter de ça pour l'heure. Je comprends. Il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout que vous parlez de 1325, la résolution 1325, c'est combien de pays qui ont fait le action plan? Est-ce que c'est combien de gouvernements qui est prêt à dépenser ces budgets à ce action plan 1325? Donc, c'est beaucoup, c'est ça, c'est vrai. Moi aussi, je travaille sur cette résolution chez moi, dans mon pays. C'est vraiment une résolution qui m'intéresse beaucoup. Je crois qu'Elisabeth, elle est en train de se préparer pour prendre des questions de l'audience. Mais avant qu'elle nous joigne, je vais aussi demander à Madame Aïchatou, puisque elle aussi, elle a travaillé autour de la paix et la sécurité. Dans ce contexte transfrontalier, comment votre organisation utilise-t-il la coopération autour de l'eau pour soutenir la paix et la sécurité? D'après votre expérience, quelle approche a donné de bons résultats? Et où subsistent encore des défis ou de l'inquiétude? Quelles leçons tirées de cette expérience pourraient être utiles à d'autres bassins confrontés à des pressions similaires? C'est un peu beaucoup, mais je crois que vous pouvez... Je vais résumer. Oui. Je vais essayer de donner l'essentiel de la réponse à toutes ces questions que vous venez de poser. Vous convenez avec moi que dans un bassin partagé par 9 pays, il faut une organisation en tout cas solide pour pouvoir vraiment prévenir les conflits liés à l'usage de cette eau. Et l'eau, cette ressource vitale peut être à la fois un vecteur de risque de conflits liés à l'usage multiple de l'eau, et également, elle peut être un puissant vecteur de coopération, en ce sens que je vais rebondir un peu sur ce que Maxime a dit, mais je vais aller au-delà du conflit d'usage dans les ménages, c'est-à-dire la rareté de cette ressource ou voire la disparition peut provoquer des conflits entre des communautés, au sein des communautés et aussi entre les États. Donc, pour prévenir tout ça, l'ABN, cette institution régionale, avait réfléchi et elle a mis en place en 2008 une charte de l'eau qui était entrée en vigueur en 2011. Et cette charte permet vraiment un usage intégré pour la prévention des tensions et des crises liées à l'usage multiple de l'eau. Elle a également, comment on appelle ça, elle a également adopté cette vision de l'eau qui a été signée par les neuf États, les 9 chefs d'État des pays membres. Et elle sert en même temps de plateforme d'échange et de dialogue entre les 9 pays membres. Donc, elle permet la concertation entre les pays membres et également, elle assure la concertation dans la mise en œuvre des infrastructures communes et d'intérêt commun.
Donc, voilà ce que je peux dire sur ces quelques points. Et maintenant, pour ce qui a marché, on peut noter qu'il y a la gestion intégrée des ressources en eau qui a bien marché. Et il y a également le dialogue multi-acteurs qu'elle soutient pour une évidence comme point d'entrée pour la confiance politique entre les différents pays. Et il y a également l'ancrage local et communautaire des initiatives régionales à travers des projets qu'elle met en œuvre. Et comme défi persistant, vous convenez avec moi qu'il y a toujours cette situation sécuritaire dans certains pays membres de la zone du bassin. On note également la pression croissante du changement climatique et démographique également qui insiste. Il y a l'insuffisance du financement continu et qui est vraiment un travail qu'il faut faire pour le mécanisme de financement durable dans le bassin du Niger. Donc, comme leçon clé pour le bassin, je peux dire que la mise en place de la vision partagée de développement est un bon exemple pour les autres bassins. Et il y a aussi l'adaptation de cette charte de l'eau du bassin, qui est également une bonne leçon à retenir. Et il y a le développement de la capacité des institutions de planification et de mise en œuvre des investissements structurants intersectoriels liés à l'eau. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Merci, merci beaucoup pour cette question que j'ai posée. Je commençais à hésiter, mais vous avez bien répondu. Je pourrais demander, mais comme nous sommes avec l'audience, je vais inviter Elisabeth, de venir m'aider à ce... Mhm. Mhm. Merci beaucoup. Je suis Yolanda, je suis mexicaine. Je voudrais savoir pour la présidente de l'AFRO, ma question, je voudrais savoir quelles sont les contributions des peuples autochtones de l'Afrique de l'Est, notamment des contributions pour la sustainabilité, pour l'eau, pour la protection de l'hydrologie en Afrique. Merci beaucoup. La différence, citizen science, c'est pour toute la population, mais pour le peuple autochtone, c'est différent. Merci beaucoup. I think we'll take Merci two beaucoup. questions more and then have the panel respond. Okay, I see one and then I'm coming here. And I think that might be, yeah. Bonjour, je suis Naïma Guedkebe, fondatrice de la plateforme Hydrodiplomatie et présidente de WISE Sénégal. WISE Sénégal, c'est le Women in International Security qui est basé à Washington. Et j'ai une question pour l'ensemble des panélistes. Au fait, je voudrais savoir concrètement comment pensez-vous qu'on pourrait intégrer concrètement les femmes dans les processus de négociation et de médiation autour des conflits liés à l'eau, surtout en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Okay. Last one, and then we'll let our panel respond to these three questions. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour, mon nom c'est Oumital. Je suis présidente du comité scientifique du réseau des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Ma question est orientée vers, on parle de diplomatie, de coopération, mais je pense, ma question est de savoir, est-ce qu'il existe un cadre de concertation formel entre les différents acteurs qui partagent ces bassins pour garantir l'accès à l'eau potable au niveau surtout des zones où l'activité minière particulièrement impacte considérablement les ressources en eau. Je parle de quand je dis activité minière, je parle des pratiques de l'orpaillage artisanal qui utilisent des produits chimiques comme le mercure, l'arsenic, et le drainage de ces eaux, n'est-ce pas, qui viennent de ces activités
impacte considérablement la qualité de l'eau. Et il faut agir parce que nos ressources, si je prends la Falémé, si je prends le fleuve Sénégal, nos ressources sont fortement agressées. Et nous comptons sur ces ressources pour pouvoir produire de l'eau potable aux populations. Donc, je reviens sur ça. Est-ce qu'il existe ce cadre de concertation formelle, de partage entre ces différents acteurs pour sauver nos ressources en eau? Merci. Merci beaucoup. And Erdi, I feel like we can have the panel respond to those. Okay, wonderful. Je crois que vous avez répondu à la question. Vous pouvez répondre. Feel free. Anyone who want to respond? Ouais. Vous voulez commencer, Adi? Oui. Oui, vu que la première question était adressée à moi, je pense avoir compris la question. Je vais juste la répéter. Et c'est pour savoir les contributions des peuples autochtones dans l'hydrodiplomatie. C'est ça la question? Disclaimer. Je veux faire un disclaimer. J'ai fait beaucoup de recherches sur la science citoyenne, citizen science, et j'ai eu comme une révélation, c'est-à-dire un éclaircissement qui a changé complètement ma perception des connaissances indigènes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de connaissances. Il y a les connaissances indigènes, il y a les connaissances locales et il y a les connaissances traditionnelles. Et lorsque nous participons à ces processus multilatéraux, on a tendance à mélanger les différents termes et malheureusement, on se retrouve à parler à la place des peuples indigènes ou à penser que certaines connaissances sont indigènes, pas indigènes, autochtones, excusez-moi, autochtones, et ce n'est pas le cas. Et donc, les connaissances que nous sur le terrain, nous avons considéré que ce sont des connaissances locales et des connaissances traditionnelles. Parce que les communautés avec lesquelles nous travaillons, elles sont là depuis moins de 30 ans. Et ça va retourner dans la définition de qu'est-ce qui est réellement un peuple autochtone. Je ne veux pas aller voilà, dans ce paf-là, mais comme exemple de connaissances traditionnelles, nous sommes allés sur le terrain et nous nous sommes rendus compte que certaines communautés utilisent la pierre d'Alain pour purifier comme processus de coagulation. Et la pierre d'Alain est également utilisée au sein de la Société malienne de gestion de l'eau potable ou dans nos usines de production d'eau potable comme coagulant. Et c'est un processus similaire que cette communauté-là avait, qu'elles utilisent pour purifier l'eau du fleuve Niger pour pouvoir l'utiliser pour la préparation. En dehors de ça, ces communautés disposent également de plantes purificatrices qu'elles utilisent depuis des siècles, dont le moringa, qui a également des propriétés de coagulation. Et voilà, ce sont des connaissances qui sont là. Nous avons, par exemple, mené des expériences au laboratoire en comparant la coagulation par moringa avec la coagulation par le sulfate d'aluminium. Et nous avons informé ces communautés-là que voilà, ces connaissances peuvent être mises en valeur et réellement être appliquées à grande échelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Yolanda et j'aimerais aussi échanger avec elle après. Merci. Merci, merci. Oui, Dr. Maxime. OK. Peut-être une chose sur la question sur la médiation. D'abord, il faudrait reconnaître des niveaux de médiation différents et on se focalise le plus souvent sur la médiation au niveau national ou bien régional en regardant les grands conflits. Bon, mais pour les questions de l'eau, c'est très important aussi de souligner le rôle de la femme dans la médiation communautaire. Et c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de communautés dans lesquelles les femmes jouent un rôle important, même si ce rôle-là n'est pas prominent ou bien public. Mais il faudrait dire que ce qui facilite la médiation, c'est premièrement la compréhension. Parce que le plus souvent, les femmes ont des difficultés à comprendre les processus
de résolution de conflits pour pouvoir y participer de façon significative. La deuxième chose, c'est l'augmentation de la capacité. Parce qu'une chose est de comprendre, une autre chose est aussi d'avoir la capacité d'influence. Donc, il y a beaucoup de formations sur le plaidoyer qui se fait au niveau de ONU Femmes pour accompagner les trucs. Troisièmement, vous pouvez comprendre, vous pouvez avoir la capacité, mais il faut aussi avoir l'opportunité. Et donc, l'opportunité de pouvoir influencer. Et cette opportunité-là, on essaye de l'avoir par des trucs, des canaux diplomatiques, de façon à ce que chaque fois qu'un médiateur est nommé, on fait l'effort d'approcher ce médiateur de façon à faire comprendre au médiateur que ONU Femmes, par exemple, peut apporter un appui technique pour la mise en œuvre des obligations d'intégration des femmes dans les processus de trucs. Maintenant, sur la question sur les hommes, parce que je suis très intéressé dans la masculinité positive moi-même, et donc la question de l'implication des hommes dans l'intégration des femmes dans les processus trucs est très important. Et je vais dire simplement deux choses. C'est ce conflit entre le privé et le public dans lequel les hommes doivent avoir le public, c'est l'État, et le privé, c'est les entreprises extractives d'extraction minière. Et c'est très difficile de faire confiance à un privé pour pouvoir s'occuper de la communauté. Mais l'État, à travers la régulation, à travers le dialogue entre le privé et le public, amène les privés à avoir plus de bonne volonté en comprenant que ce n'est pas l'intérêt immédiat de la compagnie qui est important, c'est l'intérêt de long terme de la compagnie. Et nous avons de bons exemples. Quand j'étais au Mali, par exemple, il y a des compagnies orifères de l'Afrique du Sud qui sont au Mali et qui ont appelé ONU Femmes pour les aider à régénérer un site minier qui est arrivé à expiration. Donc, ces genres d'exemples de éco-citoyenneté sont des exemples à multiplier et pour lesquels, bon, peut-être ONU Femmes peut collaborer avec les organisations autour de la table ici qui sont intéressées à amener la conversation à un autre niveau en se basant sur nos expériences concrètes. Merci. Je voudrais enchérir pour dire qu'au niveau de la coopération également, cette intégration des femmes dans la négociation, elle est assurée à travers le renforcement des capacités des femmes et des formations, leur offrant des outils intégrant la négociation aussi. Donc, il y a aussi la promotion des mécanismes participatifs qui est inclusif, qui permet de porter la voix des femmes hautes en tenant compte de leurs préoccupations dans les instances locales surtout et transfrontalières de prise de décision. Donc, pour ce qui est de la question du cadre de concertation formelle de partage d'expérience également sur la pollution, il faut noter que l'autorité du bassin du Niger a un cadre qu'on appelle les structures focales nationales qui existent dans les 9 pays membres de l'ABN. Et ces structures focales regroupe les différents structures, ministères techniques, tout ce qui est agriculture, élevage, environnement, énergie, donc tous les acteurs sont dedans et elle est actuellement en train d'élaborer une stratégie qui doit tenir compte de tout ce qui est aspect pollution, surtout lié à l'orpaillage. Donc, l'étude n'est pas finie, le document n'est pas fini, mais c'est en cours. C'est pour démontrer comment inscrire au niveau de la coopération aussi, elle s'intéresse à ces problèmes de pollution liés à l'orpaillage. Merci. Merci pour la question concernant les cadres de concertation concernant le secteur minier. Bon, je sais que les États de l'OMV sont très engagés dans ce secteur, mais à ma connaissance, il n'existe pas officiellement de cadre de concertation du secteur minier dédié et permanent au sein de l'OMV, comme c'est le cas par exemple, pour l'eau, il y a des cadres de concertation au niveau local, surtout sur la gestion intégrée qui existe, l'énergie aussi et l'environnement.
Mais je pense que c'est en vue parce que les États sont en train de travailler sur ça et je pense que la communauté aussi va s'engager pour la mise en place de ces cadres de concertation. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Elisabeth. Elizabeth, I want you to respond to this question. She just mentioned a little bit. Do we have a platform where people can have a strong consultation about all this cooperation, diplomacy in water? Maybe I think women in water diplomacy, that's why we have been created. Sure, I'll respond to that but indeed, I think this will probably be our last comment on this panel. The Women in Water Diplomacy Network, we've been developing and evolving since 2017. We have a global strategy that sets out our priorities. And I believe Yodit mentioned in the opening that we are redoing this strategy in the coming year. It was a 5-year strategy, and we were only Nile Basin and Central Asia, Afghanistan. Now we have many, many, many more voices and experiences we need to bring into this new strategy. So we're excited because now all of you will be part of that process and help us better make a stronger strategy that reflects the very changing political climate for multilateral cooperation. That's at the heart of water diplomacy. So we hope you all will be our partners in making a new strategy that reflects our now global community. And I want to thank you all for your contributions today at this panel, and dear Verdi as well. Thank you, dear sisters.